Bonjour et bienvenue à vous tous dans la matinale de RTI 1. Dîner gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La 9e édition vient de se tenir. Les fonds recueillis vont aider la Fondation humanitaire à réaliser un important projet en faveur des enfants malades du cœur. D'illustres personnalités étaient à ce rendez-vous de bienfaisance, parmi lesquels le président Alassane Ouattara, l'ex-président français Nicolas Sarkozy et la première dame de la République démocratique du Congo. Le point avec Viviana Himé. Moment de solidarité et de partage où les plus nantis donnent de leur avoir pour aider les plus démunis. C'est tout le sens des dîners de gala organisés par la Fondation humanitaire Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara. La 9e édition, organisée ce samedi 1er mars, a enregistré, comme les précédentes fois, une forte présence de personnalités de haut rang, au nombre desquelles le président de la République Alassane Ouattara, son époux, l'ex-président français Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, qui a gratifié l'assistance d'une belle interprétation en duo avec le chanteur Maître James. L'illustre présence également de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Tshisekedi. D'ordinaire si grande, la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire paraissait étroite, tant les invités étaient nombreux pour apporter leur contribution à la Fondation Children of Africa dans son projet de réaliser un pavillon spécialisé au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, destiné aux opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. Chers amis, chers donateurs, grâce à votre soutien indéfectible, nous avons pu réaliser de nombreux projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social qui ont eu une incidence positive et durable sur la vie de milliers d'enfants à travers le continent. En 26 ans, nous avons posé des actions majeures et mis en œuvre les principaux projets suivants. Le lycée de Kong, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, les 3 centres d'accueil pour enfants en détresse, le groupe scolaire d'excellence d'Abobo, la nouvelle case des enfants et le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences d'Adiaké. Dans le secteur de la santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est la réalisation phare de la Fondation. Ouvert en 2018, cet établissement sanitaire de référence internationale est à but non lucratif et permet d'offrir des soins de santé adéquats et à moindre coût aux populations. 25% des patients y sont pris en charge entièrement gratuitement. Si nous sommes ici ce soir, c'est en vue de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de chirurgie cardiaque à l'HME pour nos enfants malades du cœur. Cette nouvelle infrastructure spécialisée nous permettra de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades, notamment grâce à l'aide de la chaîne de l'espoir, notre partenaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. C'est un projet ambitieux, mais je suis convaincue que nous pouvons le réaliser ensemble. Je ne peux que vous encourager à soutenir cette noble cause qui permettra de donner la chance à des milliers d'enfants de grandir épanouis, heureux et en bonne santé. Ce 9e dîner de gala comptait cependant une ombre à son tableau, le décès l'avant-veille de la marraine et grande donatrice de la Fondation. À l'entame de mon propos, mes pensées vont à ma très chère amie, la princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la Fondation, qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Ira était mon amie depuis 30 ans, toujours disposée à aider les enfants d'Afrique et les plus démunis. Elle a constamment été présente pour moi, aussi bien dans les moments heureux que pendant les épreuves difficiles que nous avons traversées avec Alassane. Elle était la plus fidèle des amies. Ces dernières semaines, elle se réjouissait de venir à Abidjan pour participer à notre gala, un rendez-vous qu'elle n'a jamais manqué depuis la création de la Fondation. Je garderai d'elle nos moments de gaieté passés ensemble et les nombreux souvenirs agréables que nous avons partagés. Partie à jamais, cette grande mécène de la Fondation a offert à titre posthume
Sa dernière création d'art, une paire de vases en pierre de lapis lazuli, vendus aux enchères au cours de la soirée. De même, 4 autres objets d'art vendus aux enchères, dont un tableau réalisé par un grand artiste plasticien malien, Abdoulaye Konaté, et offert à la Fondation. Le maillot emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire, signé par tous les joueurs. Un masque Yoré du centre de la Côte d'Ivoire, offert par un grand collectionneur ivoirien. Et un tableau de Ouattara Watts, célèbre peintre ivoirien aux États-Unis. La vente aux enchères de ces 5 objets d'art a permis à la Fondation de récolter près de 500 millions de francs, soit un demi-milliard de francs, auxquels s'ajoutent les gains engrangés par une tombola dotée de lots prestigieux, offerts également à la Fondation, notamment une voiture Toyota Corolla Cross, un collier serti de diamants, un billet d'avion classe affaires, ainsi que de nombreux autres lots. De nombreux artistes de renom ont également apporté leur contribution par leurs prestations gratuites. Fally Ipupa, Maître James, Dadju, Yemi Alade, José, Didi B, Magic System, Roselyne Layo, Tamsir et la team Peya. La soirée de gala placée sous le thème We Are Africa a démontré une belle solidarité de tous pour la cause des plus démunis. Dans un autre registre au plan parlementaire, notamment 51e réunion du comité exécutif de l'organisation parlementaire islamique. Les causes d'instabilité dans les États identifiés, il s'agit entre autres du terrorisme, des changements anticonstitutionnels, des conflits inter-États. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, appelle cette 51e réunion à apporter réponse à ces questions pour la stabilité dans les États membres de l'organisation parlementaire islamique. Moussa Konaté. 51e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPC à Abidjan. Les délégations venues d'une 50aine de pays sont réunies pour débattre de diverses thématiques. Honorables parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs, les présentes assises nous permettront de traiter certains sujets d'intérêt commun pour notre Union, à savoir les questions relatives aux minorités musulmanes, aux droits de l'homme, aux droits de la femme et de la famille, à la redynamisation de l'association des secrétaires généraux des parlements membres de notre Union et surtout du comité spécial permanent des affaires palestiniennes au regard de l'urgence de la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Ce sont autant de sujets qui seront abordés durant ces quelques jours de travaux afin de faire non seulement le bilan de nos actions sur certains points spécifiques, mais aussi et surtout de nous orienter vers l'avenir. Le terrorisme, l'extrémisme violent, les changements anticonstitutionnels, les conflits inter-États, autant de défis à relever pour les parlements membres de la coopération islamique. Le président Adama Bictogo appelle à une action collective afin de freiner ces fléaux qui constituent des obstacles à la stabilité des États. Face donc à ces défis qui nous interpellent tous, autant que nous sommes, et qui constituent une véritable pesanteur défavorable pour le développement harmonieux de nos États et de nos populations, nous avons, plus que jamais, besoin d'agir collectivement, conformément aux principes de solidarité et d'entraide entre États membres ayant en partage non seulement le droit humanitaire international et surtout la religion. Cette 51e réunion du comité exécutif de l'UPC s'inscrit dans le cadre de la 18e session de la conférence de l'Organisation parlementaire islamique. Changement climatique dans le monde, quelle riposte des pays membres de l'UPC? C'est le thème principal de ces assises d'Abidjan. Venons-en au secteur de la communication et des médias. Le gouvernement dispose depuis hier samedi d'une boussole pour le développement de ce secteur. Il s'agit du document cadre, fruit de 3 jours de travaux d'experts et acteurs du secteur de la communication et des médias. Travaux suivis pour vous par Frédéric Gorebi et Issa Tiona Yeo. Après sa conférence budgétaire tenue, il y a de cela quelques jours,
Le ministère de la Communication définit sa nouvelle politique d'action pour les 5 prochaines années. Ce document cadre doit servir de boussole au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement de la presse écrite, des médias audiovisuels, du numérique, ainsi que de la communication publicitaire. Mais bien avant la mise en œuvre de cette nouvelle politique, celle exécutée de 2018 à 2023 a été adoptée par acclamation. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, fait ici son inventaire. La PONACOM a permis d'élaborer tout un ensemble d'activités, d'actions qui puissent être donc aussi bien des actions opérationnelles que des réformes, c'est-à-dire donc des textes ou des modifications de textes à prendre pour rendre notre secteur beaucoup plus dynamique. Donc aujourd'hui, 5 ans après, on peut se féliciter de ce que environ 70% des actions et réformes aient été menées. L'un des points d'orgue de ce document cadre est la redevance audiovisuelle qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. C'est l'État qui perçoit cette taxe-là donc, pour financer des activités de l'État. Il n'y a pas de raison qu'un privé puisse en bénéficier. Je ne vois pas, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pourquoi est-ce qu'on financerait beaucoup plus les privés dans le secteur de la communication que les privés dans le secteur de l'industrie, par exemple. Il n'y a pas de raison véritablement. La politique nationale de la communication et des médias est un document cadre du ministère de la Communication permettant d'adresser les questions du secteur. Focus à présent sur la journée dédiée à la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture à Paris. Une journée pour permettre aux passionnés d'agriculture, professionnels, invités et amateurs compris de découvrir les richesses agricoles ivoiriennes. Ce rendez-vous a tenu toutes ses promesses selon notre envoyé spécial Marie-Chantal Akandan que nous retrouvons à Paris. C'est l'affluence. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu de la foule dense de visiteurs au Salon international de l'agriculture 2024 à Paris. Cette journée est dédiée à la Côte d'Ivoire, une occasion pour le pays d'exposer ses ressources agricoles, forestières, animales et halieutiques, offrant ainsi une vitrine complète de son potentiel économique. Pour nous, c'est l'occasion de montrer au monde que la Côte d'Ivoire est véritablement un pays agricole et qu'à partir de son agriculture, elle a les moyens de se développer, de promouvoir son développement et de permettre que les richesses soient engrangées au profit de ces populations. Ce qui concerne donc le coton, c'est de faire un clin d'œil aux investisseurs pour qu'on puisse passer vraiment à la seconde étape, faire la filature, transformer vraiment le coton sur place en Côte. De la culture à la gastronomie, en passant par l'agro-industrie et le secteur privé, tous les aspects ont été minutieusement explorés par les visiteurs. Nous sommes en train de déguster certaines choses et ça nous donne le courage aussi de partir aussi investir aussi dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà le tour de tout et je suis arrivée tout à l'heure au moment du clou du spectacle. Donc j'ai assisté aux danses, aux chants, c'était magnifique. On vient seulement de rentrer, mais pour l'instant, on a une bonne ambiance et on est bien content d'être là. On ne veut pas bouger d'ici. Pavillon ivoirien, composé de plusieurs stands, a attiré une foule enthousiaste, captée par une ambiance vibrante et authentique, fidèle à l'esprit ivoirien. Dans le cadre de nos projets, on s'intéresse un peu à l'agriculture en Côte d'Ivoire, vu en fait l'appel que le président de la République a lancé pour nous demander de retourner. Et nous, on s'est dit qu'avec la terre, on était bien parti. La mise en valeur de la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquable, démontrant son engagement pour le développement agricole. Vraiment venir sur le stand ici de la Côte d'Ivoire, dont on parle beaucoup dans les allées du salon, qui est représentatif de toutes les belles productions agricoles et agroalimentaires de Côte d'Ivoire. La France est très engagée avec vous
en Côte d'Ivoire et ici en France pour valoriser les produits agricoles, transformer en Côte d'Ivoire le cacao. Les témoignages des participants et des visiteurs soulignent l'impact positif de cette journée et confirment la réussite de cet événement d'envergure internationale. Hors de chez nous, au Moyen-Orient, nouveau blocage dans la quête d'un cessez-le-feu à Gaza. Israël veut la liste des otages encore en vie avant de continuer les négociations avec le Hamas. Au Sénégal, la nouvelle manifestation hier samedi de l'opposition pour réclamer une date d'élection avant le 2 avril 2024 et l'échéance du mandat du président Macky Sall. Pendant ce temps, au Tchad, Mahama Idriss Déby, le président de la transition, officiellement candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Merci de votre attention. Retrouvez Herman Divé dans le flash de 10h. Bon dimanche à tous et à toutes sur RTI 1.